par rapport à la diminution de notre empreinte, je veux dire d'émissions par revenu disponible, de revenus générés, oui, effectivement, mais c'est parce qu'on se base sur la consommation sur notre territoire et non pas sur le facteur production. Si on tenait compte, alors les économistes utilisent des tableaux input-output qui sont énormes, enfin, à la fois nationaux et puis il y a des tableaux input-output internationaux qui sont juste gigantesques et dont nous avons énormément de retard pour les utiliser. Mais nous avons une étude ici au bureau du plan qui montre, je veux dire, avec beaucoup de retard, mais quand même qui montre que la tendance à ce niveau-là, elle est inverse. C'est-à-dire que nous ne diminuons pas nos émissions de CO2 si nous tenons compte des techniques de production qui sont utilisées dans les produits importés. Oui, donc Philippe, ce que tu dis est important et cela correspond en fait aux différents niveaux, en fait au scope, pour prendre le terme anglais qu'on utilise généralement dans cette matière, c'est-à-dire il y a d'une part le CO2 que je génère moi-même en prenant une voiture, en chauffant ma maison, et ça, je peux dire immédiatement, oui, l'énergie que je consomme chez moi, ben, elle fait de la fumée et du CO2 au-dessus de chez moi parce que j'ai moi-même appuyé sur le bouton pour acheter un t-shirt qui a été produit ici, qui a été produit au Bangladesh, ce n'est pas la même technique de production. Et l'un peut être plus énergivore ou autre. Et il faut tenir compte de ça. Mais ça, c'est quasi impossible de le faire finement. Donc, on utilise des techniques. Mais ça montre quand même qu'on ne va pas dans le bon sens. Oui. Et donc, c'est un peu, je veux dire, la ratio légiste économique par rapport à la proposition de la Commission hier de sa politique Fit for 55, d'instaurer une taxe carbone. Alors, je ne suis pas très favorable à des mesures de protection, mais là, si c'est pour compenser les émissions de CO2, peut-être pourrait-on faire une exemption à ce niveau-là. Je vois que Christian a envie d'intervenir. Christian. Oui, non, mais ce n'est pas une protection. Attends, c'est l'inverse qui s'est passé. Nous avons fait l'inverse de protéger notre système productif depuis 30 ans. On a pénalisé les industries polluantes et en conséquence, les capitalistes ont démonté leurs usines en Europe pour les remonter au Bangladesh et au Maroc. Voilà, et maintenant, je veux juste rétablir le level playing field, hein, je vois Jean-Marc utiliser beaucoup de mots anglophones, donc je ne vais pas me gêner moi non plus, l'équité, la justice compétitive, enfin, un commerce équitable en demandant aux importateurs de payer le même prix du carbone que nos producteurs européens. C'est juste ça. Donc, Philippe, quand tu dis je ne suis pas un protectionniste, moi non plus, mais je suis absolument pour les ajustements carbone aux frontières. Hein. C'est au contraire, c'est rétablir, enfin, on a été l'inverse du protectionnisme pendant 30 ans, on voudrait juste rétablir une justice compétitive. Je dirais c'est juste rétablir une juste concurrence entre les industries et entre les États. Voilà, merci. C'est important et ça nous montre bien à quel point, quand Christian disait tout à l'heure qu'il y a une absence de consensus, en fait, le problème est encore plus important que ça. C'est que non seulement il y a une absence de consensus, ça c'est une évidence, mais en plus, il y a une très grande difficulté à capturer les données, puisqu'on vient d'entendre Philippe qui a dit, bah oui, mais si on intègre le CO2 qui est dans ce t-shirt que je mets, mais qui a été fabriqué au Bangladesh, donc ce n'est pas du CO2 européen, si on l'intègre dans ma consommation à moi, puisque c'est bien le t-shirt que je porte, bien tout d'un coup, on change la donne et le calcul même. Mais les négociations internationales sont sur des émissions sur le sol du pays ou de la région économique concernée. Donc l'Europe s'engage à réduire ses émissions sur son territoire de 55% en 2030 par rapport à 1990. Donc maintenant, on peut décider de changer, mais c'est très compliqué. Il faut quand même bien comprendre qu'on sait à peu près évaluer nos émissions de CO2 sur le territoire européen. On a des contrôles, on a des audits, mais aller vérifier que les émissions de CO2 ont été engendrées par la consommation des Européens, ça c'est quasi impossible parce qu'on ne sait pas aller voir à Bangladesh, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, quelles sont les émissions de CO2 qui ont été engendrées par ces produits. Et rappelez-vous bien, enfin, je veux dire, un produit qu'on importe en Europe, il a souvent une chaîne de création de valeur
qui implique une myriade d'entreprises et de pays. Donc, aller reconstituer l'ensemble des émissions de CO2 dans cette chaîne de valeur, c'est quasi mission impossible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en Europe avec les ajustements carbone aux frontières. Mais donc, ayons bien en tête que les accords internationaux aujourd'hui sont négociés sur des engagements nationaux, des émissions sur le territoire national. Et je pense que ça serait compliqué d'aller au-delà de cela. Pour moi, cette base ne changera pas, mais c'est important de savoir que par nos comportements, nous inversons la tendance la même que celle qui est indiquée sur le territoire. Voilà, c'est vrai que, et là, ça parle en fait de ce qui nous dépasse, Philippe, et tu as raison, que ce qui nous dépasse ne nous concerne pas moins dans nos habitudes de consommation, finalement. Je vois une question que pose Cécile Cazin. Merci Cécile pour la question. Je vous la pose parce que elle nous met alors tout à fait dans la question. Donc, est la suivante. Pourquoi nos responsables politiques belges et européens n'ont-ils pas obligé plus tôt les entreprises et la population à diminuer leur consommation d'énergie fossile? La question, elle est assez évidente. Christian, ça te concerne directement, je crois. Eh oui, c'est mon livre, Le climat après la fin du mois. Hein. Donc, j'ai envie de répondre à la fois aux deux questions, celle de Jean-Marc initiale sur le rôle du juge dans la détermination de ce qui est juste et injuste en termes d'allocation des efforts entre les générations présentes et les générations futures, et cette question sur pourquoi les politiques n'ont pas pris leurs responsabilités plus tôt. Mais c'est un sujet super compliqué. Hein. Ayons bien en tête que depuis 2 siècles, ce qui a fait la prospérité, en particulier de la Belgique, hein, au 19e siècle, hein, comment la Belgique devient à la fin du 19e siècle le pays le plus riche du monde en termes de PIB par habitant, hein, ayons bien ça en tête, parce qu'ils ont le charbon et l'acier. Hein, et donc, on émet une quantité invraisemblable de CO2 avec un charbon qui coûtait vraiment pas cher. Et puis, au début du XXe siècle, l'ensemble des pays occidentaux ont profité d'un pétrole et d'un gaz naturel qui sont des sources d'énergie extrêmement faciles à utiliser. Hein. Dans 1 litre d'essence, vous avez une quantité invraisemblable d'énergie par rapport à ce que vous pourriez avoir dans 1 litre d'hydrogène, par exemple, pour prendre le sujet à la mode actuellement. Voilà, donc on a profité pendant 2 siècles en Occident de sources d'énergie extrêmement peu coûteuses et faciles à utiliser. Et aujourd'hui, il s'agit de remplacer ces sources d'énergie peu coûteuses, faciles à utiliser, qui ont fait la prospérité de nos pays, par d'autres choses, par d'autres sources d'énergie qui sont plus coûteuses à produire, en particulier quand on tient compte de la problématique d'intermittence de l'éolien et du solaire. Et donc, globalement, hein, quand vous prenez une image extrêmement macro, hein, vraiment en prenant 1 kilomètre de recul sur le sujet, voyez bien que ça ne va pas remplacer quelque chose de pas cher par quelque chose de plus cher pour produire un bien aussi indispensable à la vie que l'énergie, ça va pas être bon pour le bien-être. À court terme, ça ne va pas être bon. Donc, on peut dire qu'on va créer des super nouveaux emplois dans les secteurs verts. Et globalement, en installant un panneau photovoltaïque sur mon toit, je vais sacrifier une partie du pouvoir d'achat des ménages pour construire ces machins-là, plutôt que de leur permettre de partir en vacances ou de construire, je ne sais pas quel, ou de profiter de n'importe quel autre bien qui leur est désirable. Donc, globalement, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, relativement cher, pas si cher que ça. Hein. On pense que pour atteindre, j'ai été auteur du chapitre sur le climat dans le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron, le rapport Blanchard-Tirole. On estime que l'effort de réduction de CO2 en Europe pour atteindre l'objectif de 55% en 2030 tourne autour d'1% du PIB. Hein. Donc, on n'a pas d'accord autour du coup, hein, on s'en fout. La transition à 55%, ça ne va pas être super coûteux. Zéro émission nette, c'est une autre paire de manches. Hein. Les derniers 20%, aller récupérer les 20 derniers pourcents d'émissions de CO2 dans les secteurs super compliqués à décarboner, comme l'aérien, comme le transport de marchandises par route, il va y avoir des trucs vachement coûteux. Mais en tout cas, retenons bien, atteindre les 55%, c'est possible, un sacrifice pour les ménages qui tournent autour de 1% de leur pouvoir d'achat.
Non, c'est quand même 1% du pouvoir d'achat. On a eu les Gilets jaunes. Je vous rappelle qu'en France, on a eu quand même le mouvement des Gilets jaunes en 2019, qui a lancé ma volonté d'écrire ce bouquin, parce que le prix de l'essence à la pompe allait augmenter de 2 centimes le litre au 1er janvier 2019. 2 centimes le litre, ça qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est beaucoup moins qu'1% du pouvoir d'achat des ménages, 2 centimes le litre. Donc, il y a une extrême sensibilité aux problématiques de pouvoir d'achat et donc de fin du mois. Et je comprends ça, c'est un vrai sujet et tout politique doit avoir une extrême attention sur ce sujet-là. En plus, si vous voulez, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où les politiques, où plein de gens ont défendu l'idée d'une transition énergétique heureuse, hein, que au lieu de nous coûter de l'argent, cette transition allait créer des millions d'emplois bien payés, de réduire notre facture d'électricité et en plus de nous raser le matin en nous disant qu'on fait bien de l'humanité. La réalité est autre que celle-là, comme je viens de vous l'expliquer. Et donc, pour un politique, c'est super compliqué. C'est super compliqué d'aller expliquer que finalement, ils vont payer l'essence plus cher ou le gasoil, le fuel domestique pour leur chaudière au fioul, ça va augmenter de 5% l'année prochaine. C'est super compliqué d'expliquer ça aux ménages, parce qu'in fine, c'est quand même ça qu'il va falloir faire. Il va falloir indiquer aux gens que si vous voulez mettre du CO2, eh bien, il faudra que vous payiez les dommages que ça va engendrer d'une façon ou d'une autre. Vous allez devoir payer une énergie plus chère parce qu'elle va intégrer cette énergie, tant qu'elle n'est pas décarbonée, elle va intégrer des dommages que vous engendrez qui sont portés par les générations futures. C'est bien ça, c'est bien ça l'idée. Et donc, si vous voulez, voilà, politique, c'est compliqué, et je me mets dans sa peau. Le vrai problème, ce n'est pas le politique, c'est l'opinion publique. L'opinion publique est extrêmement réticente à l'idée qu'elle paye que l'individu paye pour la transition énergétique. Or, on sera obligé de passer par là. Il n'y a pas de caverne d'Ali Baba qui permet d'aller puiser dans le trésor pour payer la transition énergétique. In fine, cette transition énergétique, elle devra être payée par les consommateurs, par les citoyens européens. Et la conséquence, c'est que les politiciens, ils ont extrêmement des difficultés à défendre cette idée-là. C'est le pape François qui explique, je suis ici au CDH, j'imagine que vous allez m'écouter en particulier, c'est le pape François dans son encyclique Laudato Si qui dit messieurs les politiciens, je sais que ça va être compliqué pour vous, mais si vous êtes capable de réduire les émissions de CO2 dans votre pays, vous allez sans doute perdre les élections, mais Dieu vous reconnaîtra.